Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Où en est rendu le projet Dumont de Royal Nickel Corporation, projet de la future mine Dumont à Launay? Alors, pour nous donner l'heure juste sur ce projet, il me fait grand plaisir de recevoir le porte-parole de RNC, M. Pierre-Philippe Dupont. Monsieur Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Dupont. C'est très gentil à vous, parce que votre temps est précieux, puis les gens aussi veulent savoir où est rendu ce projet-là. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre précieux temps pour venir ici en entrevue, puis venir informer les gens sur ce gigantesque projet. Et justement, on va ouvrir la balle, comme on dit, à savoir, est-ce que vous pourriez nous dire où sont rendus, au moment où l'on se parle, fin avril, où en sont rendus les démarches de ce qu'on peut appeler cet immense projet? Mais d'entrée de jeu, moi, je voulais aussi vous remercier de l'invitation. Comme on se disait un petit peu hors d'onde tout à l'heure, moi, pour nous, c'est extrêmement important d'être capable de communiquer avec les gens sur l'état d'avancement du projet Dumont. On a été très présents dans les communautés d'accueil, autant Launay, Tressesson, Amos, dans les dernières années, mais quand en avançant le projet, on est arrivé vers le BAP. Le BAP a été comme un peu l'apogée de la consultation qu'on a faite. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas énormément de nouvelles à annoncer aux gens. Okay. Donc, le fait d'être ici aujourd'hui, ça nous permet, nous, on sent qu'il y a comme une fébrilité autour du projet. Les gens nous posent des questions sur l'état d'avancement, où vous êtes rendu, qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien. Et donc là, vous me donnez l'opportunité aujourd'hui de pouvoir rassurer les gens sur le fait de où on est rendu, puis expliquer aux gens quelles sont les prochaines étapes. Une chose que je peux vous dire, M. Dupont, vous serez toujours le bienvenu à cette émission-là. Elle se poursuit encore l'an prochain, puis on va suivre de près cet immense projet, puis vous serez toujours le bienvenu, vous aurez toujours une place à cette émission. Je vous remercie. Donc, pour ce qui est de l'état d'avancement, votre question principale, donc comme je mentionnais tout à l'heure, nous, évidemment, développer un projet de l'envergure du projet Dumont, c'est pas simple, et il y a plusieurs étapes à ça. Récemment, dans le fond, en septembre, on a passé à travers tout le processus du BAP, parce que dans les faits, pour qu'un projet puisse démarrer au Québec, il y a deux éléments clés qui permettent le développement adéquat d'un projet. C'est les autorisations gouvernementales principales, je dirais, et le financement. Donc, dans notre cas, la progression de l'autorisation environnementale passait par éventuellement les audiences publiques du BAP. Ces audiences-là ont eu lieu en mai-juin. À Amos, aussi à Launay. Il y avait une partie qui se faisait à Launay. Le BAP a publié un rapport qui était favorable au développement du projet Dumont en septembre. On a poursuivi certaines démarches avec le ministère de l'Environnement depuis ce temps-là. Et là, en ce moment, on est en attente du décret gouvernemental qui permet l'avancement du pont, donc qui autorise finalement le projet Dumont. Et ce décret-là, on devrait le recevoir, je vous dirais, incessamment. OK. C'est donc dire que quand on sait que le BAP, c'est le principal... quand le BAP dit oui, habituellement, tout se passe après ça assez vite et normalement. C'est le BAP, autrement dit, qui a un peu le dernier mot dans ça, et ça vous a été favorable. Quand je dis que dernier mot, peut-être pas, mais disons que lui, il joue un rôle quand même très important. Il joue un rôle important. C'est sûr que le BAP, c'est un élément de l'évaluation environnementale. Okay. Et c'est un élément qui est un petit peu à part de ce que le ministère fait. Le BAP fait partie du ministère de l'Environnement, n'est pas les gens du ministère de l'Environnement ne travaillent pas conjointement avec les gens du BAP. C'est un processus qui se fait en parallèle. Donc, l'évaluation environnementale, c'est sûr que le BAP amène l'apport un peu, je dirais, socio-environnemental ou socio-économique à l'évaluation environnementale qui est souvent un peu plus technique et environnementale. Et actuellement, donc, le ministère de l'Environnement prend les recommandations du BAP, regarde ce que le projet a fait ce que la compagnie a fait pour, bonifier le projet en fonction de ce que le BAP, du positionnement du BAP, et par la suite, émettre un ensemble de conditions au décret qui sera émis, là, comme je vous le disais, incessamment. Là, on a entendu le ministre Blanchette, le ministre des Mines, dernièrement, en Chambre, mentionner que c'était une question de semaines maximum. Est-ce que, au moment où l'on se parle,
l'échéancier, à partir des premiers jours de cette future mine à venir à aujourd'hui, vous aviez certainement des échéanciers à respecter. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que ça suit l'échéancier? Bien, je vous dirais que l'évaluation environnementale a été un petit peu plus longue que ce qu'on prévoyait. Okay. Dans le développement du projet, on a modifié beaucoup le projet de sa forme initiale pour s'assurer de minimiser les enjeux, particulièrement les enjeux qui étaient reliés au bruit et à la poussière, qui sont, dans le cas d'un projet comme Dumont, les enjeux qui sont les enjeux les plus importants, je vous dirais potentiellement. Okay. Donc, à l'époque, on avait nos empilements, nos plus grands empilements étaient entre la fosse projetée et la communauté de Launay. On avait à ce moment-là nos halles de stériles et halles de dépôt meubles qui étaient dans ce secteur-là. Et en faisant nos modélisations, on s'est rendu compte qu'on serait limite pour atteindre les objectifs de qualité de l'air avec cette disposition-là. Donc, on a modifié le projet, on a tout envoyé, ces empilements-là, au nord du projet complètement, dans une zone où il n'y avait pas d'enjeu, qu'il n'y avait pas de récepteurs sensibles, tout ça. Donc, pour s'assurer de l'atteinte en tout temps de ces normes de qualité de l'air-là et de bruit. Et ça a occasionné, le fait qu'on change et qu'on modifie le projet, c'est sûr que ça ralentit le processus, exactement. Mais c'est cette bonification-là est essentielle pour s'assurer d'harmoniser le projet avec donc s'assurer que les gens, que le projet soit acceptable et que les gens soient pas préoccupés par sa présence. Exact. Parce qu'un pareil projet qui est immense, il faut aussi que le mot sécurité soit primordial. Alors, c'est pour ça, parce qu'on va parler tantôt là, que c'est proche de l'eau, la mine n'est pas tellement loin, il va y avoir un débit d'eau terrible, on va revenir sur ça. C'est donc dire que la sécurité est au premier plan. Actuellement, c'est pour ça que vous dites que vous avez changé des choses. Vous avez dû peut-être réaménager certains plans pour que ce soit plus sécuritaire. Est-ce que c'est des choses possibles? Bien, la sécurité comme telle, c'est sûr que la sécurité à l'intérieur du site, c'est quelque chose que l'évaluation environnementale ne couvre pas vraiment. Là. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de s'assurer que les gens, parce qu'un travailleur qui vient travailler sur le projet est conscient et sensibilisé aux différents enjeux qu'il y a sur un site minier. Voilà. Tandis qu'un citoyen qui est à l'extérieur du site, lui, il n'a pas, il a pas décidé nécessairement d'être là ou d'être le voisin d'un projet minier. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là ne subissent pas de contraintes qui soient reliées au projet. Donc, on ne parle pas vraiment de sécurité, on parle plus de nuisances dans ce cas-ci. Okay. Donc, minimiser le plus possible les nuisances. Dans le cas de Dumont, quelque chose qui est particulier qu'on a mis en place, c'est un protocole de bon voisinage. Okay. Donc, c'est je dirais un mécanisme de gestion des plaintes pour s'assurer, dans le fond, que les citoyens aient une porte d'entrée. Si jamais il y avait quelque chose qui les dérangeait par rapport au projet. Des fois, c'est pas parce qu'on respecte la norme que ça ne peut pas occasionner des dérangements au niveau du citoyen. Et donc, ce mécanisme-là permet aux citoyens d'avoir un mécanisme de résolution de problèmes très rapide. Donc, dans les 48 heures de réception d'une plainte, on va s'assurer de remplir une fiche spécifique. On va communiquer avec la personne. On va regarder est-ce qu'il y a des modifications qu'on peut faire sur nos opérations pour restreindre finalement l'impact sur les citoyens. Et donc, ce mécanisme-là, ça a été cité comme dernièrement par les différentes entités gouvernementales comme étant une approche hautement innovatrice là, au niveau du développement de projets miniers. Monsieur Dupont, on parle de retombées d'environ 3 milliards sur 35 ans, ou environ, là, duquel on parle. Quand on dit que l'espérance normale d'une vie de mine pourrait se situer entre 7 et 12 ans, peut-être aller jusqu'à 15 ans, qu'est-ce qui fait que le projet Dumont de Launay pourrait avoir une durée de vie jusqu'à 35 ans? On parle de 33 à 35 ans. Ça veut dire que c'est une mine qui est excessivement riche à ce moment-là? Bien, actuellement, dans nos livres, ce qu'on a comme durée de vie totale du projet, c'est 35 ans, qui inclut 2 années de construction. OK. Donc, on parle de 33 ans d'opération, 2 ans de construction. Okay. Ce qui fait que cette longévité-là est associée à l'ampleur du gisement. Le gisement du Mont, c'est un gisement énorme. C'est la 3e plus importante réserve
de nickel au monde actuellement connu. Okay. Donc, c'est sûr que cette longévité-là, en fait, la longévité d'une mine est directement reliée à l'ampleur du gisement exploitable et au taux d'extraction. Okay. Donc, on peut avoir un gros gisement et l'extraire très rapidement, puis avoir une durée de vie qui est assez courte. Dans notre cas, on a un énorme gisement, puis on a un taux d'extraction qui est quand même assez rapide, mais malgré cela, on a un projet qui a une très longue durée de vie. Et ce que ça l'apporte, ça, justement, faire la distinction avec des projets comme on est habitué d'en voir en Abitibi-Témiscamingue, où on parle de, justement, 7 à 15 ans. Mais quand on parle de 33 ans et plus, parce que, bon, il y a une partie de la ressource qui est peut-être pas encore tout à fait identifiée, ce serait possible qu'on continue l'exploration. On sait que le gisement, nous, on exploite le gisement à environ 7 km de long. On exploite environ 5 km. Il y a une partie dont on a un petit peu moins de connaissances qui pourrait être exploitée éventuellement. Donc, on pourrait prolonger la durée de vie. Et donc, mais ce que ça apporte, ça, c'est que ce qu'on croit chez nous, c'est que la présence du projet Dumont, de par les investissements, les emplois qui vont être créés, les emplois de qualité et la longévité, ça va être extrêmement structurant pour l'économie régionale et pas seulement locale. Donc, pas seulement pour Launay, Tressesson, Tachereau, Amos, mais Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Lassar, tout le monde va bénéficier de ça, et même l'ensemble du Québec, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services d'industrie minière qui ne sont pas nécessairement en Abitibi. Oui, parce qu'on parle de retombées en Abitibi-Témiscamingue d'environ 3 milliards, mais quand on parle du Québec en entier, on parle que ça pourrait aller jusqu'à 8 à 9 milliards. Oui, peut-être même plus que ça. Et même peut-être plus que ça. Fait que c'est, quand on parle de... ça commence à faire des sous, comme on dit. Fait que c'est gigantesque. On parle d'un investissement de 1,2 milliard au démarrage. Est-ce qu'on peut dire que les démarches pour boucler le financement du projet Dumont sont avancées, sont terminées, ou ces démarches sont rendues? Ça avance très bien. Un des enjeux qu'on a pour être capable de bien, finalement, de travailler adéquatement sur le financement de Dumont, c'est que ça nous prend les autorisations. Okay. Les investisseurs sont très sensibles actuellement là, dans le monde. Bon, faut que les gens comprennent qu'un projet comme Dumont, on parle pas juste à des gens de Montréal puis Toronto. Là. Nos investisseurs potentiels sont japonais, chinois, européens, américains. Donc, on a toutes sortes de personnes, toutes sortes de types d'industries, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des aciéristes qui veulent sécuriser leur approvisionnement, donc, ou d'autres compagnies minières. Donc, ça peut être toutes sortes d'investisseurs. Et ces gens-là sont très sensibles à l'aspect, de plus en plus sensibles aux aspects socio-environnementaux. Okay. Et donc, c'est sûr que pour nous autres, pour être capable de faire du marketing de façon efficace au niveau du projet, l'obtention du décret gouvernemental, c'est un plus majeur. Et donc, nous, lorsqu'on aura ça incessamment, on va être capable finalement de finaliser, d'attacher l'ensemble du financement. Mais je vous dirais que l'intérêt, malgré le fait que le cours du nickel actuel n'est pas adéquat, surprenamment, l'intérêt au niveau de Dumont se maintient. Oui, c'était une de mes questions, ça, que le taux du nickel est bas actuellement, mais les investisseurs veulent quand même y aller. Oui, absolument, parce que dans le fond, il faut se projeter. Est-ce que, justement, c'est ça, ça veut dire que est-ce qu'on peut prévoir une hausse du nickel à venir d'ici peut-être 1 an ou 2? Assurément, comme je vous mentionnais tout à l'heure, j'étais à Québec, je présentais dans une conférence qui s'appelle Objectif Nord, organisée par le Journal des Affaires il y a quelques jours de cela. Et avant ma présentation, puis ça m'a aidé un peu, il y avait quelqu'un de PricewaterhouseCoopers, un analyste très connu, qui parlait des différentes commodités, que ce soit l'or, le cuivre, le zinc, le nickel, le fer. Et a clairement mentionné que pour les perspectives d'avenir pour le nickel étaient excellentes. Parce que, et puis ça, c'est la partie où moi, je faisais un peu de pouce là-dessus, parce que ce qui s'est passé au niveau structurel, au niveau du nickel, on s'attend à vraiment un déficit structurel, une pénurie importante de nickel, parce que le pays qui était le pays exportateur, un des pays qui produit actuellement le plus de nickel, ou qui en produisait, qui est l'Indonésie, produisait environ 25 à 30 du nickel qui est produit sur la planète actuellement. Mondialement, oui. En janvier 2014, et puis la plupart de la production qui se faisait là-bas, c'est pas le même type de gisement que ce qu'on a ici. C'est un gisement, c'est des latérites, je ne rentrerai pas là-dedans, mais la technologie d'extraction est différente. Mais eux minaient du matériel qui était pas transformé du tout. Comme dans notre cas ici à Launay, on mine du matériel, on crée un concentré, on transforme, on concentre, on passe de 0,27 nickel à 29 nickel dans le concentré. Et dans le cas de l'Indonésie, le matériel était miné
placés directement sur des bateaux, puis ça s'en allait en Chine. OK. En Indonésie, puis ça, c'était fait de façon un peu artisanale. Il y avait à peu près pas de revenus fiscaux qui étaient associés à ça. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, puis ça, ils ont annoncé ça en 2009, on dit éventuellement, on va bannir l'exportation de minerais bruts dans notre territoire. Les gens ne croyaient pas qu'ils allaient le faire, mais en janvier 2014, ils ont implanté cette structure-là de bannissement. Okay. Et là, les gens ne peuvent plus exporter ce minerai-là. Donc là, actuellement, là, ce qu'on a dans le marché, c'est qu'il y a 25 à 30 du nickel qui était produit, qui n'est plus disponible. On sait que les Chinois avaient à peu près pour 1 an de stock, parce qu'ils prévoyait cette chose-là. Donc, bientôt, ce qu'on peut s'attendre, c'est que l'offre du nickel ayant diminué, la demande va augmenter, les prix vont augmenter de façon significative. Et le nickel, quand ça commence à bouger, ça peut bouger très rapidement. OK. Ça voudrait dire que quand vous parlez possiblement de la 3e mine de nickel la plus riche au monde, est-ce que c'est en avant de Sudbury? Dumont, c'est pas une mine qu'on peut considérer comme étant riche. Ça, faut faire la distinction. C'est un gros gisement, mais à faible teneur. Si on fait la nuance de Sudbury, dans le bassin de Sudbury actuellement. Sudbury, oui. Ouais, Sudbury actuellement, puis je suis pas un expert, je suis pas géologue, là, mais je pense qu'il exploite du minerai qui est autour de 1,5 à 2 de nickel. Dans le cas de Dumont, on parle de 0,27 Si on parle de Raglan, mine Raglan, c'est 3 dans ces eaux-là, 3,5 Donc, nous, on est à 0,27 pas 27, 0,27 Donc, ce qui fait la valeur d'un projet comme Dumont, c'est l'ampleur du gisement. Donc, on a un gisement à faible teneur, mais qui est très gros. Et donc, il faut avoir un rythme d'exploitation qui est assez soutenu, qui est bon. C'est pour ça qu'on parle de taux d'extraction de 52 500 tonnes par jour pour la première phase de 0 à 5 ans. Et ensuite, on duplique ça, donc on tombe à 105 000 tonnes par jour. Et donc, c'est ce taux d'extraction-là qui nous permet de diminuer les coûts. Donc, c'est l'effet de masse, finalement, qui nous permet de diminuer les coûts et avoir un coût d'extraction. Nous, le coût de production pour une livre de nickel, c'est environ 4, tout dépendamment de la phase, mais de 4 à 4,30 de 4 à 4,31 OK. Donc, on n'a jamais vu le prix du nickel dans la période contemporaine descendre sous ces chiffres-là. Dumont, quand ça part, c'est dur à arrêter. Monsieur Dupont, au moment où l'on se parle, si on s'en va vers Amos, puis sur le petit coteau que j'appelle, puis qu'on tourne à gauche, puis c'est bien indiqué, Royal Nickel, si on va sur le terrain, on va voir quoi au moment où l'on se parle? Pas grand-chose. OK. Je sais pas. Contrairement à peut-être dans 2-3 ans d'ici. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est que bon, il y a plusieurs. On a souvent ce type de questions-là. Y a-t-il des bâtiments, y a-t-il quelque chose, y a-tu mais c'est un projet. Tant qu'on n'a pas les autorisations pour construire le projet, il n'y a pas de bâtiments qui se font. Puis ça serait si on avait des bâtiments, si on avait du décapage qui se faisait de façon extensive sur le terrain, on serait pas ça serait des activités qui seraient considérées comme illégales. Donc ce qu'on voit sur le terrain actuellement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sites de forage. Donc, on voit beaucoup de ce qu'on appelle des casings de forage qui sont sur le site. On a certaines installations pour de l'équipement, mais c'est assez limité. Donc, on peut voir... je sais qu'on a travaillé beaucoup sur le site éventuel de l'usine. Donc, pour regarder, parce que pour avoir une usine comme celle de Dumont, on parle justement de 52 500 tonnes par jour. Les broyeurs semi-autogènes, les broyeurs à boulets, faut pas que ça bouge. Donc, on s'assoit sur le roc. Donc, on a vraiment travaillé actuellement sur le site éventuel de l'usine pour s'assurer d'avoir un affleurement rocheux pertinent. Donc, je pense que quand on va sur le site, on est capable de voir le site éventuel de l'usine. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. Lors de notre dernière rencontre qu'on a vue il y a environ un an et demi, je dirais, on parlait d'environ 1300 travailleurs au plus fort des 2 années de construction, parce que vous allez prendre 2 ans à ériger cette mine-là, et d'une moyenne oscillant entre 800 et 1000 travailleurs. Est-ce encore le cas au moment où l'on se parle? Ces chiffres-là ont-ils changé? Notre étude de préfaisabilité a été publiée, si je ne m'abuse, en 2012, je crois. Et dans le fond, depuis ce temps-là, nous, c'est sûr qu'il faut faire des travaux d'ingénierie détaillés lorsqu'on aura le financement nécessaire pour le faire. Mais les chiffres n'ont pas vraiment évolué. Donc, on parle au niveau de la construction d'environ un pic, justement, de 1300 travailleurs. C'est ça. Pendant 2 ans. Ça va fluctuer, là. Mais ce qui m'intéresse le plus comme promoteur de projet puis comme citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue,
c'est le fait que les opérations, donc on parle de 2 ans, les opérations 33 ans, là on parle d'environ 560 employés en moyenne, mais là on parle de différentes phases de projet. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'on tombe en notre pleine capacité à l'année 5. Okay. Donc de l'année 5 à l'année 20, on devrait employer plus de 800 travailleurs. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est là qu'on voit l'ampleur de cette mine-là. Oui. Si on parlait d'échéancier, début de la construction des travaux prévus quand? Mm-hmm. Bien, actuellement, donc, si on s'attend à ce que, bon, décret gouvernemental incessamment, attacher le financement, on serait capable, si on est capable de faire ça assez rapidement, on serait capable de commencer la construction du Dumont d'ici la fin de 2015. Parce que je vous disais tantôt, il y a des travaux d'ingénierie détaillés qui doivent être faits. Bon, l'étude de faisabilité, il y a assez de détails là-dedans, mais c'est pas suffisant pour un projet comme le nôtre. Donc, il faut quand même faire des travaux d'ingénierie. Bureau, là, je vous dirais, là, où c'est pas vraiment sur le terrain. Peut-être des travaux géotechniques sur le site pour bien connaître l'importance des sols, les différents endroits, l'épaisseur d'argile, des choses comme ça. Mais par la suite, on commencerait la construction, je vous dirais, fin d'automne 2015. Okay. Et donc 2 ans de construction, et on pourrait penser commencer d'exploiter le gisement à justement fin 2017. Alors, exploitation et le rodage de la mine également, on parlerait de fin 2017 environ. On va parler de l'ampleur de cette mine-là, si vous me permettez, parce que moi, il y a vraiment un chiffre qui m'a sauté aux yeux, puis je me dis, même on a parlé un peu avant d'entrer en nom, parce que pour valider, parce que je trouve ce chiffre-là vraiment mirobolant. On parle d'un trou grand comme, et là, écoutez bien, là, c'est pas une erreur, on parle d'un trou grand comme 8700 terrains de football. Ça commence à faire un trou. Est-ce que c'est de cette ampleur-là? Bien, comme on a mentionné tout à l'heure, j'ai pas validé, là, je suis pas un expert du football, puis je sais pas comment ça fonctionne, mais la fosse de Dumont va être une fosse d'environ 5 km de longueur pour environ 1,4 km de largeur, 1,3, 1,4, et la profondeur 560 mètres, je vous dirais. Okay. C'est un projet d'envergure, on l'a mentionné. C'est sûr que bon, la fosse va avec la taille du projet. On parle d'une longue durée de vie. C'est sûr qu'un projet qui a une très longue durée de vie ou un taux d'extraction assez long, on va générer une fosse qui est assez grande. Cependant, selon nous, les retombées économiques, socio-économiques qui vont avec ça, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mis à part le fait que c'est un gros site minier. On a un matériel qui est très peu, disons, qui est très bénin. Donc, les résidus miniers de Dumont, c'est pas des résidus qui sont considérés comme à risque élevé. Okay. La gestion de ça se fait très facilement. La roche stérile, pas de problème avec ça. On a travaillé dernièrement avec justement les gens du gouvernement fédéral. On a fait la démonstration claire que la roche stérile n'avait aucune toxicité, que ce soit pour l'eau, le poisson, les choses comme ça. Donc, contrairement à d'autres sites miniers où on peut avoir des sites beaucoup plus petits, mais des enjeux de drainage minier acide, des enjeux environnementaux assez forts. Nous, on a un site dont l'empreinte est assez grosse, mais dont les enjeux environnementaux sont relativement faibles. On parle d'un trou gigantesque. Peut-être pour situer un peu, si on parle de Val-d'Or, si on parle de Malartic, puis même, je vais aller peut-être un peu plus loin pour ceux qui ont vu le fameux trou à Thetford Mines. Je ne sais pas si vous l'avez vu, probablement que oui. Non, en tout cas, de toute façon. Est-ce qu'on peut comparer ces trous-là, ou bien non, ça va être encore beaucoup plus gros? Parce que moi, ça me paraît énorme. Mais je pense que par rapport à Malartic, on est à peu près 2 fois plus gros. Là. Et mon Dieu, mais pour les autres sites, là, je ne pourrais pas vous dire. Là. Nous, dans les faits, on n'aime pas trop s'attarder au jeu de la comparaison. Oui, c'est ça, exactement. Moi, c'était juste pour situer les gens un peu, parce que quand on parle justement d'un trou aussi gigantesque, des fois, c'était juste pour situer les gens, dire, ah mon Dieu, ça va être plus gros que l'autre, là-bas, ça va être bien gros. Parce que moi, je me suis posé des questions, parce que quand j'ai su que vous veniez à mon émission, moi, j'ai des repères un peu partout, puis j'appelle ces gens-là, puis qui me disent, mais regarde, Gaby, parle-y de ça, on aimerait ça savoir. Fait que c'est pour ça que je suis tellement content que vous soyez ici ce matin, puis on va vous réinviter, parce que je veux qu'on suive ce projet. Les gens, je vous disais, tu sais, au jeu des comparaisons, les gens ont tendance à nous comparer, exemple,
exemple, à Canadien-Malartic. Oui. Et avec raison, parce que c'est des projets d'envergure, c'est des projets de miniature ouvert. Cependant, le contexte de développement est complètement différent d'un à l'autre. Canadien-Malartic ont des enjeux spécifiques de par leur proximité avec la communauté de Malartic, des choses comme ça. Nous, on est en milieu vraiment périurbain, là, je vous dirais, même rural. Là. La proximité là, des municipalités, là, on parle de plusieurs kilomètres de Launay, plusieurs kilomètres de Tressesson au niveau des exploitations minières. Donc, on a un contexte qui est complètement différent. Donc, c'est assez dur. On est capable de comparer l'ampleur des projets au niveau du minage, du moulin ou des choses comme ça, la fosse peut-être, mais au niveau de ce que ça va occasionner comme enjeu, c'est dur de faire le pont entre un et l'autre. Okay. Est-ce qu'on parle d'expropriation à Launay? Non. Du tout. Expropriation, c'est lorsqu'on ne réussit pas à s'entendre avec les gens. Donc, c'est un terme qui n'est pas un terme qui est adéquat à utiliser dans le cas de la très grande majorité des ententes qui sont faites par les communautés, entre les compagnies minières et les citoyens propriétaires, les résidents. Donc, dans le cas de Dumont, on parle d'ententes, des options d'achat qui ont été signées avec, je crois, j'ai les chiffres ici, là, je peux vous les sortir, mais c'est, dans le cas de Launay, on parle de 10 propriétés qui sont sous option, et dans le cas de Tressesson, 7 propriétés. Ah, OK. Donc 17 en tout. 17 en tout. Et c'est des ententes qui ont été négociées avec les propriétaires de bonne foi, de gré à gré. Et dans le fond, l'option, actuellement, on a signé des ententes avec ces gens-là, mais on n'a pas levé les options. Donc c'est très important de faire la distinction. Les options d'achat nous permettent, le jour où on va être financé, on va avoir les permis pour Dumont, qu'on va avoir l'assurance que le projet va partir, là, à ce moment-là, on va lever les options. Donc, l'entente est faite avec les propriétaires, mais tant que le projet n'a pas l'assurance de démarrer, on ne lève pas les options. Et ça, là, c'est extrêmement important dans le cas de la communauté de Launay en particulier. Launay, on parle de 230 citoyens en tout. Si on achète une résidence familiale, 4 personnes, bien, c'est environ 2 de la population qui est perdue au niveau de la communauté. Donc, le fait, nous, on suppose que si le projet va de l'avant, il va y avoir une affluence de travailleurs à Launay qui va combler ça. Donc, c'est pour ça que cette formule-là est adéquate. Ça, c'est important, ce que vous venez de dire là, M. Dupont. Le temps passe très vite, peut-être une dernière question. Est-ce que c'est vrai que pour extraire le nickel à cet endroit-là, la minière devra injecter une quantité phénoménale d'eau et de produits chimiques dans la roche? On parle même de jusqu'à 120 000 tonnes d'eau par jour. C'est énorme, mais vous allez faire quoi avec cette eau-là? Puis est-ce qu'il y a danger de contamination? Bien, ça, c'est particulier, les chiffres qui ont été amenés par différents groupes. Dans le cas du Dumont, en fait, la plupart des exploitations minières ont un des enjeux, finalement, dans le monde de développement de projets miniers, c'est l'accès à l'eau. C'est clair. Dans le cas du Dumont, nous, je pense on parle d'environ 80 000 mètres cubes d'eau par jour dans la première phase, doubler ça à peu près à 160 mètres cubes d'eau, dont on a besoin au concentrateur, au traitement. Cependant, le système, dans le fond, de gestion de mine, c'est que on va extraire le nickel d'une roche, on crée un résidu minier. Ce résidu-là est pompé avec de l'eau dans un parc à résidus. Il y a 80 de cette eau-là qui retourne au concentrateur. Donc, ça se fait en circuit fermé. Donc, c'est pas comme si on prenait 80 000 mètres cubes d'eau neuve qui vient de l'environnement à chaque jour. Et elle est retournée. C'est ça. Il y a une circulation qui se fait. Donc, cette eau-là est recyclée du parc à résidus vers le concentrateur. Et une particularité de Dumont, c'est qu'on a un bassin au sud de la fosse de 10 millions de mètres cubes d'eau, qui nous permettent de s'assurer de ne pas avoir à aller, exemple, vers la rivière Ville-Montel pour faire des prélèvements. Ce qui est très important. Monsieur Dupont, merci. C'est tout le temps que nous avons. On aurait jasé encore des heures et des heures. Merci infiniment. Et puis, on va vous réinviter aussi l'an prochain parce que c'est vraiment très intéressant. On va suivre ce projet-là. Puis, vous aurez toujours une place ici, monsieur. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 2014-2015 de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.